Bonsoir à tous. Alors, bonne année, excellente santé surtout. C'est l'essentiel d'avoir la santé parce qu'il faut de la santé pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire vos projets, pour pouvoir faire vraiment tout ce que vous voulez faire, ça commence, et pour pouvoir développer vos projets. Donc, franchement, moi, je vous souhaite une bonne année à tous. Je suppose que toute l'équipe aussi se joint à moi, hein, comme on avait fait en fin d'année l'année dernière, pour vous souhaiter une bonne année, beaucoup de santé. Cette année, on va vous présenter beaucoup de jeunes qui décident de faire des choses et de mettre des choses en place pour la Guadeloupe. Et on va commencer avec la phrase de Tony Jazz qui en plus est avec nous sur le plateau. Comme vous le savez, il est en Guadeloupe en ce moment. Rien de plus dur que de gagner un challenge contre soi-même. C'est vrai que le plus compliqué, c'est d'avoir un projet et de le mettre en place. Donc ça, si on arrive à faire ça, mettre en place nos projets, on ira vraiment très loin. Et avec nous, comme je disais en plateau, nous avons Tony Jazz, mais nous avons surtout un jeune Guadeloupéen qui s'appelle Raphaël Lapin et qui est venu ce soir pour nous parler de son projet, parce qu'il a un projet économique pour la Guadeloupe. Donc je pense que c'est une bonne chose en plus d'ouvrir cette année l'émission sur ce thème, hein, donc sur l'économie guadeloupéenne. Et en plus, vous avez fait un livre qui parle d'autonomie. Alors allez-y, présentez-vous. Alors, peut-être en préalable, adresser mes voeux les plus sincères aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens au lendemain de cette année qui a été l'année de pas mal de défis, une année où on a rencontré le Covid-19 qui a mis à l'épreuve à la fois les corps, les esprits et puis aussi les relations, puisqu'on a été tenté par la distanciation physique, la distanciation sociale. Et ça va être une année, bien sûr, où il y aura un certain nombre d'interrogations qui vont se poser sur le plan sanitaire, mais aussi des interrogations sur le plan social, sur le plan économique, des défis à relever. Et donc, je souhaite aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens une année naturellement pleine de santé. Mais au-delà de la santé, je leur souhaite aussi une année de liberté, parce que ça a été une année où on a dû pas mal rogner sur nos libertés. Et je crois que la santé et la liberté devraient être nos deux plus beaux défis de 2021. D'accord. Donc vous avez fait un livre sur l'autonomie. Tout à fait. Alors ça s'appelle Manifeste pour une évolution statutaire de la Guadeloupe. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, Autonomie, manifeste pour une évolution statutaire de la Guadeloupe. C'est effectivement un ouvrage que j'ai publié en 2017, en mars 2017, où je questionne ce qu'est la Guadeloupe, où je questionne l'identité guadeloupéenne, et où, fort de certaines réponses que je propose sur l'identité guadeloupéenne, dont finalement tous on est conscient, je propose une évolution de statut pour notre pays. Dans le cadre de la République française, une évolution de statut et de nos institutions qui nous permettrait, quelque part, de dégager des perspectives. De dégager des perspectives sur le plan économique, de dégager des perspectives sur le plan social et de dégager des perspectives sur le plan sociétal. Et par cette autonomie, quelque part, on passe un nouveau contrat de société. C'est l'objet même de cet ouvrage. D'accord. Et vous êtes aussi président de Guadeloupe en mouvement, donc le mouvement GAM, c'est ça ? C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le mouvement ? En allant, l'ouvrage est sorti, je vous le disais, en 2017, et puis on a commencé à engager des discussions sur ce sujet-là. Et c'est un sujet qu'on entend de plus en plus dans la sphère publique, médiatico-publique de la Guadeloupe. Mais personne ne franchit le pas, concrètement. Et donc, tout l'enjeu, quelque part, c'est à un moment donné de se dire, oui, on a fait cette proposition-là. Et les gens me disaient, mais Raphaël, comment ? Quand ? Comment est-ce qu'on fait pour passer le Rubicon, pour passer le cap ? Eh bien, nous, on s'est dit avec Guadeloupe en mouvement qu'on allait faire, j'en discutais avec un des membres du conseil d'administration, qui m'en voudra pas de le citer en ce début d'année, Sully, qui est un des membres du conseil d'administration. D'ailleurs, je te souhaite la bonne année à toi et à toute ta famille, mon ami, qui me disait, Raphaël, Guadeloupe en mouvement, c'est un cadeau. C'est un cadeau fait aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens. Et en fait, c'est ça qu'on veut. C'est leur dire, regardez, on a une Guadeloupe qui est souhaitable, dont on voudrait devenir les artisans. Et quelque part, cette Guadeloupe-là, avec Guadeloupe en mouvement, on va commencer à la créer véritablement. Et donc, Guadeloupe en mouvement, c'est un mouvement citoyen militant qui a pour ambition de dessiner la Guadeloupe telle qu'elle devrait être. Alors, comment vous fonctionnez ? Comment vous faites vos projets ? Parce que dessiner la Guadeloupe, c'est bien, mais comment les gens font pour participer ? Quelles sont vos idées ? Comment ça fonctionne ? Alors,
naturellement, Guadeloupe en mouvement. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Oui. L'association a été créée en plein Covid, le 27 mai 2020. Encore 27 une bonne mai, chose. une date symbolique, Oui. vous aurez remarqué. Oui. Et l'idée de Guadeloupe en mouvement, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs de la discussion publique. Sur le sujet, sur le dossier de l'eau, on a fait un beau cantage fin du mois de novembre sur le dossier de l'eau. Alors qu'est-ce que c'est qu'un beau cantage? C'est on prend le tout venant, le Guadeloupéen, la Guadeloupéenne, on le met ou la met assis et puis on discute des problèmes du pays. C'est un débat public. C'est un débat public. Mais au-delà du débat public, parce que à pas tout dit, critiquer, dire putain ça pas bon, ou bien Regarder Canou Café. Voilà, c'est la prochaine étape. Qui Jean nous peut résoudre ces problèmes-là ça. Et donc de ce débat-là, on a sorti une liste de 10 propositions qu'on a couchées sur le papier et on a écrit une lettre à tous les élus de Guadeloupe où on leur a fait la liste de nos propositions qui sont issues du débat populaire. Et de cela, évidemment, va découler une discussion où on a déjà commencé à discuter avec certains d'entre eux et on voit qu'il y a des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans le débat public et qui étaient des propositions de Guadeloupe en mouvement. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'ils vous ont entendu? Est-ce que nos élus vous ont entendu? Est-ce qu'ils prennent en compte justement? C'est ce que j'allais demander comme question. Alors, savoir est-ce qu'ils ont entendu? Il leur appartiendra de le dire. En tout cas, nous, on peut dire ce qu'on a dit et qu'on retrouve aujourd'hui dans le débat politique. La gouvernance, l'association des usagers de l'eau à la gouvernance de cette fameuse structure unique qui doit voir le jour un jour, c'est précisément l'une des propositions que nous avions faites. D'accord. Par exemple. D'accord, bon ça c'est une bonne chose. Alors niveau économique, parce que nous sommes une émission économique et non pas politique, mais vous êtes vraiment un mouvement citoyen, donc c'est vraiment une bonne chose. Quel est votre regard sur la crise, sur la manière dont elle a été gérée, sur les décisions qui ont été prises? Sachant que ce ne sont pas des décisions de la Guadeloupe, puisque nous faisons partie d'un plus grand de la France qui a pris certaines décisions, qui a mis certaines dispositions en place. Quel est votre regard sur ça? Il y a plusieurs temps de la réflexion. On devra tirer un bilan. On devra tirer un bilan quand, dans un an, les effets des prêts garantis par l'État, les effets des subventions qui ont été allouées, de certaines aides vont quelque part se révéler. Et donc, on va connaître parfois des faillites d'entreprises, des personnes qui vont se retrouver au chômage, etc. Donc, il y aura ce temps-là, un temps du bilan. Véritablement. Et puis il y a le temps de l'observation concrète. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je crains que les mesures qui sont prises ne soient pas toujours cohérentes ou compréhensibles par la population. On décide de fermer tel ou tel lieu, alors même que d'autres lieux qui sont comparables en termes d'affluence ou comparables en termes de services sont ouverts. Et donc finalement, on a l'impression qu'on choisit de faire des victimes ou des boucs émissaires pour démontrer qu'on ne reste pas dans l'inaction. Et j'ai le sentiment qu'il y a une forme à minima d'incohérence, à maxima d'esbrouf sur la manière de faire, de gérer la crise. Qu'est-ce qui justifie qu'on ferme tel ou tel... par exemple, alors que les centres commerciaux sont grands ouverts. Et peut-être si, à minima, il y a une incohérence, elle réside dans le déficit d'explication. Parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'un bar est fermé? Pourquoi est-ce qu'un restaurant est ouvert? Pourquoi est-ce que la plage est fermée, où on n'a pas le droit d'aller sur la plage à 19h ou entre midi et 2? Et pourquoi à 15h on a le droit de... Enfin, voilà, il y a un certain nombre... Pourquoi est-ce qu'on a le droit de se regrouper en bateau au large de tel ou tel îlet et que finalement on n'a pas le droit de faire la bringue au gosier? Et donc, ce sont toutes ces questions-là qui restent en suspens. Et on a un sentiment véritablement d'incohérence dans la gestion concrète de la crise. Et c'est peut-être par déficit d'explication. D'accord. Alors avec nous aussi Tony. Alors bonsoir Tony. Bonsoir Sabine, bonne année. Merci, bonne année. La santé surtout, on en a beaucoup besoin. Alors est-ce qu'on peut avoir quelques explications et quel point de vue aussi par rapport à cette situation de crise et par rapport au mouvement et par rapport à l'autonomie plus amplement? Ouais, sur l'autonomie plus amplement, moi c'est un sujet auquel je suis très sensible parce que je chéris mon île de tout mon cœur et plus on peut lui donner de la force et plus elle peut prendre de la force, que ce soit par sa position ou que ce soit par rapport à ses forces vives, ses cerveaux ou toutes les personnes qui peuvent justement encore plus pousser à Guadeloupe, j'aime.
j'aime et j'adore l'ensemble de l'ensemble du mouvement. Effectivement, il y a une chose qu'il a dit qui est vraiment et véritablement très importante, c'est qu'à un moment, il va falloir tirer un bilan et qu'il y a certaines entreprises, moi je le vois puisque je suis très axé, je conseille les entrepreneurs, je conseille les porteurs de projets et je le vois, il y a certaines personnes qui voulaient porter certains projets et puis, façon de parler, mais certains sont morts dans l'œuf. Pour le coup, d'autres ont réussi à se lancer pendant le Covid et ont réussi. Et ça, c'est bien parce que du coup, on le voit très souvent, c'est un peu comme, c'est dans le chaos ou c'est dans le... C'est des autres qui nous commettent le... C'est ça. Exactement. Et donc, du coup, ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il y a de beaux projets qui se sont créés pendant le Covid, mais c'est vrai que ça va être, c'est pour le coup extrêmement malheureux. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'entreprises qui en souffrent. Les restaurateurs sont les premiers. Les hôteliers font aussi partie de ces premiers-là. Certains ont réussi à trouver... pas certaines failles, mais en tout cas, ont réussi à se trouver, ont réussi à être créatifs justement pour aller un peu plus loin. Mais effectivement, travailler sur toutes ces questions-là, mais après plus largement sur l'autonomie de la Guadeloupe, j'aime beaucoup et énormément. Alors pour les hôteliers en plus, parce que bon, on en a parlé plusieurs fois, puisqu'on a fait tout le suivi de la crise, le problème du tourisme en plus, pour en venir à l'hôtellerie, c'est qu'il y a non seulement les hôteliers, mais il y a tous les métiers qui découlent de l'hôtellerie. C'est-à-dire que tous les sous-traitants, le marché aussi, parce que des touristes vont sur le marché, la boulangerie, enfin, il y a vraiment beaucoup de métiers qui ont été impactés par cette histoire. Et du coup, moi, j'ai une grosse question, parce que ça, c'est une grosse économie. On a axé toute notre économie, on va dire, sur le tourisme. Est-ce que c'est une bonne idée qu'on a eue? C'est une question qui est structurelle. Donc, c'est à l'épreuve d'une crise, effectivement, qu'on se pose ce type de questions. Mais j'ai envie d'y répondre par une observation historique. Comment est structurée l'économie guadeloupéenne? En 1727, en octobre 1727, vous avez un texte capital qui a été adopté sous l'Ancien Régime. C'est ce qu'on appelle l'édit de Fontainebleau. L'édit de Fontainebleau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce qu'on appelait à l'époque l'exclusif colonial. L'exclusif colonial, c'est 4 règles élémentaires. La colonie ne peut pas produire pour un autre pays que son pays de rattachement. La colonie ne peut pas accueillir d'autres bateaux que les bateaux battant pavillon français. La colonie ne peut pas... Enfin, voilà, 4 règles que je n'ai plus précisément en tête, mais 4 règles qui enferment la relation guadeloupéenne dans un exclusif avec sa métropole. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que vers les années 1840, en 1848 précisément, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, on n'est pas sorti de cette relation exclusive. C'est ça. Et quand vous observez les relations économiques aujourd'hui, elles sont encore régies par une espèce de force centrifuge qui inscrit la Guadeloupe dans un exclusif non plus colonial, mais commercial avec l'Europe occidentale et la France singulièrement. Et donc ça veut dire que, alors même qu'on s'inscrit dans un bassin géographique, la France est isolée sur la scène internationale, la Guadeloupe, pardon, est isolée sur la scène internationale et ne peut pas commercer avec ses voisins. Elle ne constitue pas un marché critique. Et donc, quelque part, on a été obligé, bon an, mal an, de chercher des secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité aujourd'hui presque soupapes. Ce sont des soupapes. Le tourisme aujourd'hui est une soupape pour l'emploi. C'est un appel d'air économique. C'est ça. C'est qu'en définitive, ayant une situation insulaire, alors même qu'on aurait pu imaginer d'autres voies, d'autres secteurs d'activité, en définitive, comme on s'est inscrit dans une relation exclusive où en fait on ne produit plus rien, et donc on a une industrie de services, on a été contraint de s'orienter vers ce secteur d'activité. Alors, est-ce que c'est mal? Je ne saurais porter de jugement de valeur là-dessus. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un bon choix? C'est un choix politique, c'est un choix économique, et on peut faire le choix, si on n'a pas de minerais, de décider de s'orienter vers les services. Pour moi, il y a un enjeu quand même à précéder cela par l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire produire ce que l'on mange, c'est important. Si c'est Zian mauvais manger, il faut savoir que c'est Zian moura manger. Si c'est patate douce à manger, c'est important. Mais dans le même temps, savoir si c'est le tourisme qui est porteur d'emploi aujourd'hui, c'est important. Mais quel tourisme?
Ça aussi, c'est une question qui est cruciale. Et ce n'est pas une question, à mon avis, que l'on peut se poser aisément dans notre cadre actuel. Savoir, est-ce que c'est un tourisme vert? Je ne sais pas, ce matin, j'étais au Bras du Fort, à Goyave. Et le patrimoine vert de la Guadeloupe est absolument extraordinaire. Ah, mais il est classé, référencé dans les meilleurs du monde. C'est ça. Je le dis souvent. Et a priori, quand vous avez un touriste aujourd'hui, un touriste du 21e siècle, au-delà, vous avez des touristes naturellement qui vont s'orienter vers des hôtels, vers des destinations absolument balnéaires. Et donc, quelque part, il faut qu'on préserve ça. En revanche, dans le même temps, vous avez des touristes de plus en plus au XXIe siècle qui recherchent une expérience de vie. Quand ils vont quelque part, ils veulent rencontrer l'habitant, ils veulent découvrir des lieux uniques, des lieux parfois où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Et quelque part, c'est ça qu'on a à vendre aujourd'hui en Guadeloupe. Et c'est important qu'on puisse se le dire. Le tourisme vert, le tourisme bleu, comment est-ce qu'on fait pour encourager ça? Ça, c'est crucial. Maintenant, il faut trouver des personnes pour porter un projet tel que celui-là. Et puis au-delà de ça, j'ai envie de dire que il y a une difficulté fondamentale. Le système économique tel qu'il est actuellement conduit, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue récemment, conduit à ce qu'on ait des investisseurs qui viennent pour faire du one-shot. C'est-à-dire que j'ai un dispositif on en parle peu, mais j'ai un dispositif qui me permet de défiscaliser sur une courte période. Donc je vais venir, je vais faire du one-shot et je vais repartir. Là où il y aura un enjeu à être autonome, c'est de dire, on a un levier fiscal. Et donc, plutôt que de compter sur Bercy, pour que Bercy nous dise, vous pouvez faire l'investissement pendant 5 ans, vous pouvez faire l'investissement pendant 10 ans, et que les personnes viennent faire effectivement du one-shot, et après ferment des structures et mettent des personnes sur le carreau et les empêchent de retrouver de l'emploi, on pourrait dire, mais comme on a notre levier fiscal, de manière pérenne et durable, parce que c'est ce que demandent les entreprises, de manière pérenne et durable, eh bien, on sait qu'on va utiliser le levier fiscal pour encourager telle ou telle activité et répondre concrètement aux besoins du territoire. Et en fait, moi, c'est ce que j'aurais envie à un moment de dire. C'est-à-dire que la question que vous posez, pour moi, elle va au-delà de la seule question de est-ce que le tourisme, pour le tourisme, est une bonne question. Elle va dans le sens de à quel moment est-ce qu'on décide du secteur d'activité. À une époque, on voulait qu'on plante du coton, on a planté du coton. On voulait qu'on plante du citron, on a planté du citron. On voulait qu'on plante du café, on a fait. Aujourd'hui, on fait de la canne, de la banane et du tourisme. Mais est-ce qu'on a les leviers pour décider de faire autrement aujourd'hui? Ça, c'est une question qu'il faut qu'on pose et elle est bien plus structurelle. Et il faut des personnes pour y répondre. Et c'est aussi l'un des objets de Guadeloupe en mouvement. D'accord, très très bonne chose. Alors on va ouvrir la ligne de manière à ce que vous puissiez appeler tout à l'heure pour poser vos questions si vous voulez en savoir plus ou parler un petit peu d'économie avec nous. Un point peut-être? Oui, il y a quelque chose qu'il a dit qui était très intéressant et surtout sur la question de ce que l'on pourrait créer. On a une richesse naturelle par le soleil et par ce soleil qui éclaire nos plages et qui est magnifique. Donc je pense qu'il serait intéressant de... Je ne sais pas comment, si c'est trouver quelqu'un, si c'est trouver un chef d'entreprise, si c'est trouver un politique ou si c'est je ne sais pas qui, mais idéalement, je pense qu'au-delà du tourisme, je prends l'exemple par exemple de Dubaï qui commence à avoir ses puits de pétrole un peu, qui commencent un peu à s'assécher. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir une manne d'argent, deviennent un peu une sorte de paradis fiscal de façon à faire rentrer un peu plus d'argent et créer un espèce de tourisme, notamment on le voit beaucoup avec les influenceurs, ce genre de choses. Nous, on a effectivement le tourisme. On pourrait, pourquoi pas vivre, par exemple, créer de l'électricité parce qu'on a un soleil qui est abondant toute l'année. On a la capacité, on a la structure pour le faire. Alors, on a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, je m'appelle Audrey. Je dois vous souhaiter à tous les trois une très belle année. Merci, vous aussi. Bonne année, la santé. Et surtout la santé pour vous trois, parce que je sens que vous êtes une jeune dynamique et plein d'ambition. Donc, ça fait plaisir d'avoir toujours ça en Guadeloupe. Et j'espère que tous vos projets vont se réaliser. Merci. Et que vous ayez toujours la force, la détermination pour pouvoir faire monter la Guadeloupe, le pays numéro 1 dans le monde. Et on a la capacité de le faire, c'est ça le pire. Mais on ne se prend pas suffisamment au sérieux. En tout cas, merci pour ce que vous avez dit, parce que c'est très vrai. Oui, alors tu sais, Fanny, excuse-moi de te tutoyer, mais tu sais, j'aurais aimé, par exemple, tu sais, avec ton émission, je la suis tous les lundis,
que ce soit en replay ou en direct. Et tu sais, j'aurais aimé, par exemple, si tu peux, par exemple, avec ton émission, faire peut-être des petits reportages en inside, tu vois, chez les entrepreneurs, pour qu'on puisse voir, comment dire, le travail qu'ils font. Ça va être, je suis en train de travailler sur ça, ne vous inquiétez pas. Ok, ben c'est super, merci. J'aurais aussi une petite question qui fait, parce que sur le développement touristique, où la Guadeloupe, elle a sa part à jouer, nous avons une vraie dépendance, en fait, avec la France hexagonale. Et je suis dit, avec le fait qu'il y ait plusieurs Guadeloupéens qui sont actionnaires à Corsair, quel serait le levier pour que nous puissions être beaucoup plus autonomes dans le flux touristique, pour que nous soyons plus, tributaires de l'affluence des Français ou Européens? Et la deuxième question serait, est-ce qu'une autonomie serait viable si ensuite on a le projet de s'étendre plus vers une indépendance fiscale, aussi sociétale, idéologique, culturelle? Et aussi une dernière chose, à savoir qu'on a parlé de tourisme et ça me fait de la peine avec le carnaval qui semble annulé, que nous n'ayons pas de politique ou d'entrepreneurs qui ont beaucoup gagné d'argent avec des gens qui ont donné cœur et âme et souvent de leur propre poche de l'argent pour pouvoir acheter des costumes, pour pouvoir faire tout ce qu'il faut, et qu'aujourd'hui il y a un silence morbide et ça me fait très mal au cœur, alors parce que je suis une carnavalière et moi je ne comprends pas qu'on n'ait pas de solution alors que c'est l'un des meilleurs carnavals du monde après celui de Rio et c'est vérifiable sur Internet. Donc, quelles seraient les solutions? Donc, j'ai posé 3 questions. Oui, j'espère que ça ne sera pas trop difficile à répondre. Et encore une fois, à tous les 3, une belle et heureuse année et plein de force pour vous 3. Bisous, bye. Merci pour votre question. Alors répondez si vous pouvez rapidement s'il vous plaît. Et pour le carnaval, je précise qu'en février, j'ai prévu de contacter les organisateurs de carnaval de Guadeloupe parce que c'est un vrai levier économique et c'est un gros budget qu'on perd encore de l'argent perdu sur la crise. Donc on va en revenir plus amplement après. Alors allez-y. Alors effectivement, 3 questions. De mémoire, la première, c'est sur le rôle qu'a joué un opérateur économique tel que Corsair dans cette fonction d'émancipation. La deuxième, c'est sur l'ordre des choses et quelle serait la destination. Et la troisième, c'est sur le carnaval. Alors, sur le rôle qu'un opérateur économique tel que Corsair a à jouer, moi je trouve que c'est très bien que des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens décident de peser. Oui. De peser, ça a un sens. Alors, et je crois que nous devrions tous être solidaires de cela. Ah oui. Être content de voir que le nom de la Guadeloupe est associé à des entreprises de taille internationale. On devrait être fier de ça et être solidaire de ça. Et donc maintenant, la solidarité induit une responsabilité. Si on est solidaire d'une action, effectivement, il y a un enjeu derrière. Et il y a une responsabilité qui pèse aujourd'hui sur l'opérateur de savoir, dans le souci de sa liberté, puisqu'un opérateur économique par définition est libre, mais de savoir comment est-ce qu'il va transformer cette liberté économique en bien-être pour son consommateur. Et ça, c'est une véritable question. La notion de bien-être du consommateur, c'est pas une notion qui est balancée comme ça, c'est une vraie notion qui existe en économie et qui signifie que le consommateur a une offre élargie, a des tarifs qui sont compétitifs et puis une qualité d'innovation, une qualité de service qui est particulière. Et donc, naturellement, la responsabilité pour cet opérateur renouvelé, puisque Corsair existait déjà dans le paysage aérien international, la responsabilité de cet opérateur renouvelé et qui aujourd'hui a un sang guadeloupéen qui coule dans ses veines, va être d'offrir aux Guadeloupéens à la fois des tarifs qui vont être compétitifs, mais aussi des offres, une offre de services qui va être compétitive. Et j'ai envie d'avoir confiance dans ces opérateurs-là quand on voit les réactions d'autres opérateurs sur le marché. Oui. Voilà. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'était une question sur l'ordre des choses et la destination. Je suis un autonomiste.
je ne suis pas indépendantiste. Je suis autonomiste parce que je pense que les pouvoirs tels qu'ils sont organisés et tels qu'ils changent aujourd'hui créent une interconnexion dans le monde. Le monde est globalisé. Et donc, je ne suis pas forcément pour qu'on sorte de la République. Au contraire, je suis pour qu'on réinvente la relation avec la France. Et un autre contrat. C'est ça. Alors, on va prendre un appel avant de répondre à la troisième question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, allez-y, bonsoir, monsieur, posez votre question. Oui, c'est Christian. Je voulais juste vous demander quelque chose par rapport. J'ai entendu deux choses par rapport à. C'est très bien que ce soit les Guadeloupéens qui ont mis de l'argent, qui vont peut-être aider Corsair à passer le cap. Mais vous êtes quand même des jeunes très talentueux. Je pense que vous êtes quand même documentés. Vous êtes intéressés un petit peu au marché de l'aérien. Et en sachant que les gens qui soutenaient cette compagnie étaient quand même un acteur majeur en Europe en la personne de TUI. Je ne dis pas que nous, Guadeloupéens, on n'est pas capable de faire des choses, puisque bon, les gens qu'on voit qui se sont manifestés pour soutenir cette compagnie ont eu des fortunes diverses, ils font des choses intéressantes, puis il faut les encourager. Mais, honnêtement, je leur souhaite qu'ils réussissent et j'espère que ce ne sera pas juste de l'instrumentalisation. Voilà. Et voilà, parce que quand je vois un acteur aussi gros, et je le dis encore, que TUI, oui, j'espère que vous savez ce que c'est TUI en Europe au niveau du tourisme, c'est pas une petite chose. Même le groupe Dubois qui est en face en Guadeloupe, qui s'occupe d'Air Caraïbes et de French Bee, n'est pas encore de ce niveau-là. Voilà. Juste une dernière chose. Vous parliez tout à l'heure, ça m'a fait plaisir que vous ayez parlé d'autonomie, de choses comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en 2010, on est passé à côté de quelque chose, puisque beaucoup de gens, il y avait une occasion de faire quelque chose à ce moment-là, mais visiblement, on a tellement fait peur aux gens, et c'est là que je vois le paradoxe des Guadeloupéens. Moi, je suis Guadeloupéen, on a beaucoup de paradoxes. On est très chaud, on a des belles étoiles, on a un beau drapeau, tout ce qui s'ensuit, mais le jour venu, on a l'impression que il y a d'autres choses qui nous bloquent. Voilà. Alors bon, est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose en 2010 ? Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Oui. Bon, merci monsieur, on vous répond tout de suite. Alors vous disiez que vous êtes autonomiste, vous n'êtes pas spécialement indépendantiste. C'est ça. Alors allez-y, expliquez. Et je pense que la clarification est cruciale. Et je remercie ces deux personnes pour la qualité de leurs questions. Et sur cette question de 2010, mais avant 2003, et puis avant encore, on est passé à côté de l'identité de la Guadeloupe, je crois. Parce que on a réduit l'identité de la Guadeloupe à quelque quelques mesures qui sont essentielles, mais qui ne définissent pas ce qu'est être guadeloupéen. Léo dit, ouais, mais ils ont qu'à changer institution, mais tu vois, si jeune la paye passé, ces assiettes vides, un package, des chattes en sac. Qu'est-ce qu'on fait? On réduit. C'est un discours qui est très simple, et c'est un discours qui est simpliste. Et donc, on réduit le discours à des expressions. Et en fait, on ne se pose même pas la question vraiment de qu'est-ce qui est le fond de la problématique. En 2003, la question qui était posée aux Guadeloupéens, c'était pas de savoir autonomie ou contre-autonomie, c'était de savoir est-ce qu'on faisait région, département, faire un comme en Martinique et comme C'est ça. Donc ça veut dire que nous pas même qu'à changer 73. Non, c'est simple. Ça veut dire nous ni des collectivités en même territoire, c'est comme si nous avons fait des faits on sait. Concrètement n'a pas de sens en plus d'avoir, parce que c'est beaucoup de budget, c'est quand même des impôts payés par nous-mêmes, des impôts qu'on pourrait mettre dans des sociétés. Techniquement. C'est ça. Et j'en veux tellement pour preuve que ce n'est pas quelque chose qui fait sortir la Guadeloupe de la France, qu'aujourd'hui vous avez le Haut-Rhin et le Bas-Rhin qui ont décidé de fusionner pour devenir la collectivité européenne d'Alsace. Oui. Et ça ne veut pas dire pour autant que l'Alsace ou qu'elle aurait été rendue à l'Allemagne ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il faut parler aux gens. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui avec Guadeloupe en mouvement, c'est que
on est là pour expliquer. Guadeloupe en mouvement est là pour avoir cette approche où on pose le débat. Parce que parfois, dans la poussière, on ne voit pas quand la poussière est en suspension. Il faut attendre que les choses retombent. Oui, exactement. Et nous, c'est ce qu'on veut. Ouais. Sur ce qui a été dit sur la compagnie aérienne et sur Corsair et sur l'instrumentalisation, je peux comprendre, mais je trouve que c'est toujours une bonne chose et je serai toujours le premier à soutenir les Guadeloupéens lorsqu'ils font une opération. Si parfois, je ne parle pas pour ce cas-là ou pour d'autres, on peut parler d'instrumentalisation, mais en tout cas, si ça peut mettre en avant la Guadeloupe et les Guadeloupéens, chefs d'entreprise, grand volontiers. Je trouve qu'avoir sa compagnie aérienne, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir sortir du territoire et faire d'autres choses, avoir ses propres transports de personnes ou de services. Exactement. La deuxième chose et troisième chose que je pense qu'il pourrait être intéressant, c'est avoir sa propre banque tenue par des Guadeloupéens et après sa propre énergie. Si on peut avoir ces trois-là, je pense que c'est un grand pas que l'on peut faire vers une autonomie. Et si en plus de ça, c'est porté par des Guadeloupéens et que, connaissant le peuple guadeloupéen fier comme il a, comme le monsieur l'a rappelé juste avant, je sais que les Guadeloupéens seront derrière pour soutenir et faire appel à ces services-là un peu plus. Donc du coup, quand vous voyez qu'un Guadeloupéen, que ce soit Corsair ou autre, n'hésitez pas à, je ne fais pas de la pub pour Corsair ou pour quelque autre compagnie, mais soutenez en tout cas le business des Guadeloupéens. C'est déjà un premier pas. Parce qu'effectivement, quand on dit qu'on a raté peut-être 2012, ça peut se comprendre. Mais en tout cas, le premier pas, il est souvent financier. Financer. Aider à financer les entreprises guadeloupéennes. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Ce qu'il dit là, c'est très important. L'identité, c'est être fier d'être guadeloupéen. Ce que le monsieur disait là, c'est pas anodin. Être fier d'être guadeloupéen, avoir cette identité, même parfois contradictoire, c'est la première chose qu'on doit se reconnaître. Et dans l'ouvrage dont vous avez parlé tout à l'heure, Autonomie, manifeste pour une évolution statutaire de la Guadeloupe, ce que je décris comme étant l'étape primaire, la première étape vers une autonomie, c'est l'émancipation culturelle. C'est quoi l'émancipation culturelle? Encore, on dit souvent, nous pas ni chaîne en pied, mais nous ni chaîne en tête. Et quelque part, l'émancipation culturelle, c'est démarrer ces chaînes-là. Alors, on est au bon moment, début d'année, nous, tout cas, on bien démarrer, pour nous, ça dit qu'il faut nous démarrer ces chaînes-là qui restent en tête en nous, là. Et qu'à un moment donné, on doit être un peuple fier, on doit être un peuple qui est content de ce qu'il est. Et je sais que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens savent où sont les sources de leur fierté. On a une cuisine qui est absolument extraordinaire. Jimmy Bibrac en a fait la démonstration encore récemment. On a une langue qui est vivante et qui, pour moi, est une langue d'avenir, absolument d'avenir. Par contre, tous les grands chefs financiers le savent. J'ai déjà reçu des rapports avec toutes les grandes entreprises de France où ils disent que la Caraïbe, c'est la plaque tournante du futur. C'est ça. Et pour moi, en fait, être fier de cette identité-là, c'est le premier pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être fier de cette identité-là? Parce que par cette identité-là, on crée de la richesse. Quand on sait qui on est, quand on a éduqué à nos enfants, qu'est-ce que c'est que leur pays? Comment est leur pays? Quelles sont les ressources? Quelles sont les richesses de leur pays? Ces enfants-là deviendront demain les opérateurs économiques qui vont savoir produire de la richesse. Savoir que la mer, on peut l'exploiter comme ça. La rivière, on peut l'exploiter comme ça. La culture guadeloupéenne, on peut l'exploiter comme ça. En parlant de culture, du coup, ça ramène à la question de la dame, le carnaval. Et moi, je rajouterais le cinéma, alors. Peut-être tu veux dire un mot sur le carnaval? Non, le cinéma, très, très, très bien. On a des décors incroyables. Déjà, on a des décors incroyables, donc il faudrait déjà faciliter lorsque les étrangers viennent pour faire des films ici, il faudrait déjà faciliter l'accès et au contraire les autoriser à filmer et à utiliser nos images, nos rivières, nos plages et tout pour leur production. Donc je prends souvent l'exemple des Pirates de Caraïbes qui devaient se faire en Guadeloupe et qui ne s'est pas fait en Guadeloupe. Donc heureusement qu'on a, j'espère, une région Guadeloupe maintenant qui saura s'occuper la prochaine fois lorsqu'il y a des super grosses productions comme ça, qui saura s'occuper, puisqu'elle est très active avec la jeunesse et tout, la région Guadeloupe, donc qui saura nous faire honneur et faire en sorte que le prochain Pirates des Caraïbes se fasse chez nous. Mais le carnaval, très important, puisque c'est quelque chose, je veux dire, la dame disait tout à l'heure, on fait partie des plus grands carnavals du monde, et ça c'est une réalité, c'est vrai. Je vois le Brésil, ils arrivent vraiment à faire de l'argent avec cet événement-là. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, évidemment, ce sont deux réalités qui sont totalement contradictoires. La réalité sanitaire et la réalité culturelle et économique du carnaval.
Et le Covid-19 a eu ça de très fort, qu'il a transformé totalement nos usages. Prendre notre mamie dans les bras à l'occasion de... C'était très dur, ça, hein, Oui. pendant les fêtes. Oui. Ne pas pouvoir faire un bisou à mamie, ne pas pouvoir faire un bisou à tati. Enfin, c'est quelque chose qui humainement, est très dur à vivre. Je ne sais pas si vous éprouvez la même chose que moi. Chaque fois que vous croisez quelqu'un que vous aimez, ou enfin, vous avez naturellement une tendance à faire un câlin. C'est profondément humain. Et donc, le Covid est venu remettre tout ça en question. Et évidemment, le carnaval, c'est un moment de chaleur ultime. C'est un moment où on laisse l'esprit s'échauffer, ou par définition, on laisse s'exprimer notre identité. Et quelque part, je regrette que cette mesure, mais regretter cette mesure, on ne peut que le regretter à demi-mot, parce que derrière, il y a une réalité sanitaire qui est absolue. Mais là encore, avec une espèce d'incohérence. Enfin, donc, j'ai pas de réponse absolue sur cette question-là, parce que c'est une question qui est très difficile. Pas sur et c'est le un fait choix qu'il ne soit pas maintenu. Ça, bien sûr, même moi, la première, c'est normal qu'il ne soit pas maintenu. Il y a peut-être Mais sur la manne financière derrière, est-ce que ce ne serait pas le temps cette année? C'est pour ça qu'on va voir, pour le mois de février, on va faire des émissions dessus. Est-ce que ce ne serait pas la bonne période pour pouvoir vraiment professionnaliser le carnaval guadeloupéen de manière à revenir en force en 2022, par exemple? Alors, avec des packs, en plus on a une compagnie aérienne. Pourquoi pas, si le Corsair veut de l'argent, faire des packs où, avec les hôtels, par exemple, les gens, quel que soit le pays où ils vivent, ils commandent un pack. Donc, ils achètent les costumes chez nos couturières qui commencent maintenant à travailler dessus. Ils voient avec Corsair, ils s'organisent pour les billets. Et comme ça, les gens viennent à l'hôtel. Et du coup, on vend des packs complets pour une semaine, par exemple, pour tel ou tel groupe de carnaval. Est-ce que ce ne serait pas une idée? Oui. Une manière de développer une manne financière? À mon avis, il y a deux choses. Il faut toujours profiter d'une occasion dommageable pour essayer de se réinventer. Et donc là, il y a un enjeu à se réinventer, à trouver des processus innovants, à utiliser le numérique, à recréer un carnaval. Alors, certains esprits, je ne pourrais pas m'abstenir de le dire, qui critiquent l'incohérence de certaines mesures, diraient qu'il y a peut-être un enjeu à faire débouler Akio dans les rayons de certains supermarchés. Mais quelque part, au-delà de ça, il y a aussi un enjeu pour moi à profiter de l'occasion pour réinventer le carnaval. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième temps, c'est savoir comment est-ce qu'on fait avec les pertes, les personnes qui perdent. Comment est-ce qu'elles font pour se déclarer, parce que pour être identifiées. Il y a des personnes qui vont perdre concrètement. Les marchands de pistaches vont perdre concrètement de l'argent. Vous avez toute une économie qui va perdre. Commencer 2021 avec une grosse manne financière de perdu comme ça. Par exemple, les couturiers, mais ils perdent beaucoup. C'est un gros chiffre pour eux, les tenues du carnaval. Et il faut qu'ils puissent être identifiés, et il faut qu'ils puissent être aidés, indemnisés à hauteur de ce qu'ils ont perdu. Un mot? Oui. Je vais reprendre effectivement ce que vous disiez juste avant, et c'est effectivement ça, parce qu'on le voit sur plusieurs, dans des festivals à l'étranger, où on a des packs qui sont faits. On prend un pack où on a le billet d'avion, on peut avoir le costume, on a l'hôtel, on peut même avoir de la nourriture empaquetée qui arrive le jour même, de façon à ce qu'on n'ait pas à aller au restaurant, qu'on puisse toujours profiter entièrement. Et là, pour le coup, on a une compagnie aérienne, donc profitons-en. Et surtout, ça peut permettre aussi au tourisme et à ceux qui vivent du tourisme, de Airbnb, des hôtels et autres, de se dire, voilà, on peut déjà provisionner, et comme ça, l'économie, elle, avance plus sereinement. Absolument. Et cinéma, il faut qu'on se développe là. Il faut vraiment qu'on crée un cinéma entier. Un mot peut-être sur ça. Je ne sais pas si vous avez... Oui, surtout que vous avez des talents absolument extraordinaires, aussi bien devant que derrière l'écran. On a des techniciens qui ont des talents fous, alors aujourd'hui qui sont principalement employés soit en tant qu'intermittents du spectacle, soit par des chaînes de télévision. Vous avez des acteurs de talent. Là où du cinéma encore, c'est pas anodin, mais c'est une réalité. Et le FEMI, c'est quelque chose quand même qui fonctionnait chez nous. On a pu voir que les gens font vraiment de bonnes productions. Tout à fait. Et il y a un désir, je crois, de production et d'être mieux accompagné. Il y a les décors. On a une richesse incroyable, on en parlait tout à l'heure, une richesse incroyable en termes de décors. On a une richesse en termes de talents, de personnes qui ont des talents et qui aujourd'hui sont souvent condamnées à s'exporter pour pouvoir exprimer leurs talents. S'exporter au Canada, s'exporter à Paris, s'exporter. Et donc, en définitive, qui
qui, s'ils démontrent le savoir-faire des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes à l'extérieur, ne peuvent pas forcément contribuer à la création de richesses chez nous. Et donc il y a un enjeu peut-être à structurer les choses localement là-dessus. Alors, on a quelqu'un en ligne. Bonsoir, madame. Enfin, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, madame. Allez-y, vous êtes la dernière intervenante. Après ça, on va couper la ligne. Oui, bonsoir et bonne année à vous tous. Donc, c'est très intéressant cette émission. Donc, en parlant d'autonomie, j'aimerais savoir si quelqu'un s'intéresse par contre à la recherche par rapport aux jeunes qui font des études. De plus en plus, on entend parler de virus de partout d'autres. Est-ce que c'est prévu chez nous, en parlant d'autonomie, qu'on pourrait penser à la recherche, au moins qu'il y ait des jeunes qui reviennent, qui soient sur place chez nous pour ce problème? Merci, madame. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est une très bonne question, parce qu'on parle beaucoup du virus, mais on a de grands scientifiques quand même s'ils ne sont pas forcément toujours reconnus. Est-ce que ça ne serait pas bien de se pencher sur ça? Il y a un vrai sujet sur la question de la recherche et sur le financement accordé à la recherche scientifique en France et singulièrement chez nous. Quelle reconnaissance on accorde à nos chercheurs? C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis un chercheur en droit, donc c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Quels financements sont accordés aujourd'hui à la recherche? La recherche est le parent pauvre en France. C'est un parent pauvre, c'est une variable d'ajustement. Et donc, nécessairement, vous avez, là je parle de la recherche publique, un déficit en termes de financement alloué à la recherche scientifique publique en France. Et c'est donc des entreprises privées qui ont internalisé le processus de recherche et de développement. Alors, c'est très bien, mais ça pose la question de quelle place est accordée par les opérateurs économiques privés en Guadeloupe à la recherche. Ça, c'est une vraie question. Sachant que nous, on a tout ce qui est biodiversité, et c'est très important pour les médicaments, puisque c'est la nature et les fleurs et tout. C'est ce qui est utilisé dans beaucoup de vaccins ou dans beaucoup de comprimés, quoi. Et on a l'illustration type ici, avec Phytobocase. Exactement. Je pense que je peux le citer sans difficulté. Le docteur Henri Joseph, c'est une initiative privée, qui est certainement accompagnée, je n'ai pas le détail de ses financements, mais qui, pour le coup, fait la démonstration de ce que on a des richesses au niveau local qui méritent expertise, qui méritent d'être observées, d'être analysées et qui derrière peuvent être valorisées et être source de richesse. Et donc ce que la dame dit, c'est absolument intéressant. C'est savoir comment est-ce qu'on fait pour localiser la recherche. La France est fâchée avec le principe de la localité de la recherche. Vous avez un conseil national des universités qui résonne en fonctionnement national, voire international. Mais lorsque vous avez des problématiques qui sont ultra locales, on décide de ne presque pas regarder parce que c'est une forme de localisme. On est fâché avec le terme localisme. Mais c'est antinomique avec la réalité d'un territoire tel que celui de la Guadeloupe en matière de recherche publique. C'est-à-dire qu'on a besoin de personnes, comme on a un pays qui a plein de spécificités, plein de particularités, on a besoin d'avoir des personnes qui regardent à la loupe ce qui se fait pour créer des sources de richesse, pour créer des choses nouvelles. Et donc, il faut qu'on puisse réinventer la recherche aussi pour notre territoire. Et ça, c'est crucial. D'accord. Alors, dernière question. Quel est le point économique le plus important dans votre programme, du coup ? Le premier point, c'est cette question de l'émancipation culturelle. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait ce premier pas de l'émancipation culturelle, vous maîtrisez dans le détail votre territoire. Et donc là, vous pouvez entamer un premier pas. Ce premier pas-là, c'est quoi? C'est l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, qu'à ça y est. C'est ça quand on veut manger, quand on veut mettre en assiette. Est-ce que c'est à vitamité en âme qu'on y dit? Les agriculteurs ont bien besoin en plus. C'est ça. Pâte importée? Ou est-ce qu'on a des richesses qui tellement belles et tellement fondales que c'est patates douces à propre pays à manger, que c'est ziam à propre pays à manger, que c'est fouillé à pain à pays à manger. Et ça, on a des richesses, on a des ressources. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on se concentre pour faire un premier pas. Un pas de la diversification agricole et un pas de la structuration d'autres filières en agriculture.
Un mot, Tony? Ouais. Dans ma vision de la Guadeloupe de demain, j'aimerais vraiment et profondément, je suis même prêt à aider et accompagner tous ceux qui souhaitent se mettre. Et s'il y a des personnes qui peuvent arriver, s'il y a des personnes qui peuvent en tout cas créer ça, j'aimerais vraiment que par la suite, aujourd'hui on a la compagnie aérienne, je me répète, mais quand on est fier, il faut très souvent le répéter, moi, je le fais tout à haute voix et partout. Oui, je le fais Mais j'aimerais vraiment qu'une banque tenue par des Guadeloupéens puisse arriver. C'est pas grand-chose de créer une banque. En plus, c'est une banque caribéenne. Banque caribéenne, exactement. Dans un premier temps et sur un second temps, l'énergie. Maîtriser sa propre énergie et gérer sa propre énergie. On a fait un grand pas en arrière lorsque la France a vendu la centrale de Bouillante, par exemple, sans demander l'avis de personne, hein, si j'ai bien compris, aux Américains, qui n'achètent jamais rien, qui ne sert pas, bien évidemment. Ils vont jamais investir des millions dans un truc qui n'est pas nécessaire. Si les États-Unis veulent quelque chose, surtout leur vendez pas. Non, mais je sais pas que c'est... Merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci pour cette émission. À la semaine prochaine. Alors, on essaie, normalement, on doit parler d'agriculture. Donc, on est en train de mettre les choses en place, là, comme c'était pendant 15 jours, les gens étant en vacances et tout. Donc, on est en train de mettre en place, de manière à faire un point agricole, normalement, la semaine prochaine. En tout cas, bonne semaine à tous. À bientôt. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.